Ravi de vous retrouver sur l'espace conférence pour la dernière conférence de la journée, ici pour cette première journée du Salon du Cheval de Paris. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Lorraine Le Sieux. Salut Lorraine, Salut Romain. comment tu vas? Ça va très bien, un petit peu stressé. Comment s'est passée cette première journée au Salon du Cheval? J'en ai pas trop profité. Je suis Non, arrivée pas dans encore. l'après-midi. Ouais. Demain peut-être. Et ce soir, le spectacle. Et ce soir, évidemment, le spectacle. Avant ça, on a cette conférence hyper intéressante que tu nous proposes sur, évidemment, la préparation physique du cavalier, sous-estimée peut-être, Essentiel. mais ô combien essentielle. Parlons un petit peu de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je te connais via les réseaux. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lorraine. Je suis bien sûr cavalière depuis toute petite, mais je suis aussi kinésithérapeute de formation. J'ai travaillé un petit peu en clinique et en cabinet, mais aujourd'hui, je me dédie à 100% à mon activité en ligne, qui est une double activité de préparation physique pour le cavalier et de création de contenu équestre, qu'on appelle vulgairement influenceuse. Voilà. Et alors, tu étais kiné. Pourquoi tu t'es intéressé à la prépa physique des cavaliers? C'est un sport très complexe à analyser parce que non seulement il y a les forces qui sont générées par l'athlète, la personne, mais il y a un deuxième athlète qui est le cheval et qui génère des forces aussi qu'il faut amortir. En fait, c'est le seul sport où on subit aussi les mouvements et les forces inhérentes à un animal qui en plus pèse juste 500 kilos. Donc c'est un sport très intéressant à analyser. Et en fait, à chaque fois que je faisais des découvertes, je les partageais avec mes abonnés, mon audience sur les réseaux. Et à force de leur en parler, ils me posaient toujours plus de questions. Et j'ai carrément fait mon mémoire du coup sur les rachialgies du cavalier. Donc c'est toutes les douleurs de dos, de lombaire au cervical, avec une super enquête où il y a eu presque 2000 répondants. C'était super bien. Le mémoire a été primé, meilleure mémoire de l'année, proposé à la Pas mal. publication et tout. Ouais, c'était vraiment super bien. Et j'ai continué mes recherches. Et maintenant, je continue à en parler sur les réseaux. Et je suis sûr que tu me rejoins parce que j'entends partout, tout le temps, les amis cavaliers. Moi, je me prépare pas physiquement. Enfin, honnêtement, moi, je selle mon cheval, je pense mon cheval. Ça, je suis déjà chaud. Ça, c'est la vérité, ça. En fait, je pense qu'on est vraiment un sport d'ultra passionné. Ouais. Et le cheval, c'est tout ce qui compte. Et en fait, tout ce qui n'est pas à proximité du cheval, on le met un peu de côté. Et malheureusement, on subit un peu les critiques des autres sports, comme quoi on n'est pas un sport. Mais du coup, on leur donne un peu raison si on ne se traite pas comme des sportifs, avec des échauffements, de la récup ou de l'entraînement en dehors des séances. Alors, tu as un compte qui s'appelle Lorraine Equestrian qui propose bien des exercices et des conseils, évidemment, sur la préparation physique. C'est quoi tes ambitions avec ce compte concrètement? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de démocratiser la préparation physique du cavalier, encore une fois, et de montrer à quel point c'est important, autant d'un point de vue performance du cavalier pour ceux qui font de la compétition, mais aussi d'un point de vue santé, puisque j'ai toujours le regard kiné, bien sûr. Et en fait, le sport, au-delà de la santé, des performances à cheval, c'est aussi la santé à pied. Et du coup, j'aime bien démocratiser ça, montrer l'importance en fait que ça a. Et le truc, en fait, c'est qu'une fois que les gens sont convaincus qu'ils doivent faire de la préparation physique du cavalier, il y a de l'ambiance à côté. Hein. Il y a l'ambiance au Salon du Cheval. Une fois qu'ils sont convaincus, ils m'envoient des messages en mode « Ok, maintenant je veux faire des exercices, mais en fait je trouve rien sur Internet. » Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y en a un petit peu en anglais, mais en francophonie, il n'y a quasiment rien. Du coup, c'est ma mission maintenant. C'est ce que je propose. Bon, eh bien, je te propose qu'on avance. Pourquoi le cavalier doit-il se préparer physiquement? Concrètement, déjà, quelles sont les grandes spécificités par rapport de l'équitation, hein, par rapport à d'autres sports? Tu as commencé à l'évoquer. Effectivement, on a à gérer notre équilibre, nos propres mouvements, mais aussi ceux du cheval. Et ça, c'est hyper important. C'est ça, ouais. C'est la grosse différence. C'est que du coup, on est sur le cheval, qui normalement, on peut anticiper ses mouvements, déjà pas toujours. Et qu'on le sait très bien ici, si on est déjà monté à cheval, on n'est pas juste assis dessus à attendre que ça se passe. On subit vraiment des contraintes, et notamment si on veut faire des allures assises comme le trot assis ou le galop assis. Donc en fait, toute la complexité, ça va être d'avoir assez de gainage, d'équilibre pour amortir et pas subir les contraintes qui sont générées par le cheval, les forces verticales, mais aussi d'avoir assez de finesse derrière pour avoir des aides et des demandes hyper fines. Parce qu'en fait, les chevaux sont des animaux hyper sensibles et juste 1 kilo sur une fesse plus que l'autre, ça va complètement changer sa locomotion. Pareil, les tensions, les raideurs dans les mains, dans les bras, les épaules, ça a énormément d'impact. Donc en fait, il faut avoir assez de force pour emmagasiner en fait, des grosses contraintes et en même temps assez de décontraction et de souplesse pour être après fin dans ses demandes. Quels sont les problèmes que tu rencontres le plus vis-à-vis des cavaliers, physiquement, je veux dire? Les plus grands problèmes en général pour les cavaliers, ça va être les lombalgies, donc douleurs en bas du dos, les hanches,
les genoux et aussi parfois les cervicales. Et lombalgie, c'est pas forcément normal, parce que normalement, on ne devrait pas avoir mal au dos en faisant de l'équitation, on est d'accord? Oui, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'études scientifiques, Kraft en 2007-2009, Sophie Bio avec l'IFCE, c'était hyper passionnant. J'en parle dans ma conférence de l'année dernière, si vous voulez, il y a du décryptage, etc. C'est très très intéressant de son travail avec les centrales inertielles qui vraiment analysent les forces qui se répercutent du cheval vers le cavalier. Enfin, c'est un super travail. Et en fait, on remarque aussi dans les enquêtes de prévalence, comme celle que j'ai fait avec mon mémoire, que les cavaliers ont beaucoup mal au dos. Donc c'est un peu le mal du siècle, la lombalgie. Donc un peu tout le monde a mal au dos, cavalier ou pas cavalier. Mais les cavaliers un tout petit peu plus. Et c'est pas logique, parce qu'en fait, quand tu analyses le sport, on est comme ça et c'est censé être bon pour le dos. Parce que du coup, ça nous travaille toute la colonne vertébrale en verticalité, etc. C'est un sport qui est censé être bon pour le dos. Donc maintenant, on s'interroge sur pourquoi les cavaliers ont mal au dos, notamment en lombaire. Alors il y a plusieurs pistes. Donc bien sûr, la sédentarité généralisée, mais aussi du coup de mauvais comportements. La mauvaise préparation physique qui tout simplement est absente en général, mais aussi les mauvaises pratiques équestres qui peuvent arriver. Il y en a une que je trouve vraiment très dommage et qu'on a tous connue, je pense, quand on a fait du club. C'est la fameuse séance de rentrée en septembre, quand on reprend en septembre. Parfois, on n'a fait aucun sport de l'été, en tout cas pas de cheval. Et puis, on fait une séance de mise en selle pendant 1 heure, sans étrier. Et on est là, on rebondit, on subit. Et en fait, si on n'a pas les capacités physiques et le niveau équestre aussi, de gérer 1 heure de sans étrier comme ça, bah, en fait, ça va juste être dévastateur. Alors, quand c'est des jeunes, des enfants, etc., en général, ça va, ils encaissent, ils sont super forts. Mais quand on prend de l'âge un petit peu, et ben, c'est beaucoup plus dur. Et en plus, bah, pour le cheval, c'est pas top non plus. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous donner un exemple assez concret de l'influence du cavalier sur le cheval? Concrètement, comment, en des équipes, tu parlais tout à l'heure peut-être du déséquilibre, des choses comme ça. Ouais. Si on n'est pas gainé, on peut être déséquilibré et du coup, ça influence la locomotion du cheval. Ouais, bah, le plus parlant, c'est la symétrie, parce que c'est celui à laquelle on se heurte tous, parce que évidemment, on est tous asymétriques naturellement, les chevaux aussi, mais on est dans un sport où on demande de la symétrie. Quand on va aller dérouler un dressage, il faut que le cheval il soit parfaitement symétrique, en rectitude, etc. Quand on va sauter, il faut savoir tourner court à gauche, à droite, changer de pied, etc. Et donc la symétrie, c'est très parlant. Si par exemple, on est un cavalier qui a, mettons, la hanche droite raide, ça peut se répercuter sur le cheval où il va tomber sur l'épaule gauche, où il va avoir du mal à s'incurver à droite, où on va avoir déjà un trot assis qui va être plus difficile, parce que du coup, le bassin ne sera pas équilibré autour de la hanche. Il peut y avoir plein de répercussions comme ça. Et en fait, là, si vous vous dites « Ah, mais c'est vrai que moi, mon cheval, il tombe vachement sur une épaule et je fais du travail pour rééduquer mon cheval, mais ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à l'améliorer. » Eh bien, c'est peut-être parce que ce problème vient de vous. En fait, il faut penser aux deux, parce que souvent, on pense « Ah, mon cheval, il ne sait pas s'incurver à droite, c'est chiant, donc on fait plein d'exercices pour ça. » Mais en fait, ça se trouve, le cheval, il sait très bien s'incurver à droite, mais on ne se rend pas compte qu'avec nos problèmes à nous, on l'empêche de le faire. Ouais, donc parfois il y a des problèmes qu'on attribue aux chevaux et finalement bah, c'est lié. Non, jamais. Jamais. Jamais, ça n'arrive jamais. Non, ne jamais se remettre en cause. Concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les bénéfices qu'on peut attendre d'une préparation physique? Tu en parlais tout à l'heure. Déjà peut-être encaisser, subir les différents chocs, les choses comme ça qu'on pourrait... mais surtout aussi transmettre les meilleures informations à son cheval. Ça, c'est important aussi. Oui, bah en fait, ouais, c'est bon, t'as tout dit. Ah, bah merci. Justement. Bonne soirée. En fait, justement, au lieu de subir les contraintes inhérentes au cheval, on les amortit et on arrive à l'accompagner même. Après, quand on commence à dresser à un certain niveau, on donne des indications avec son assiette, etc. Donc, la première, c'est celle-là, qui permet déjà de ne pas gêner son cheval dans son déplacement, parce que parfois, on peut les dégrader, malheureusement, et aussi d'amortir en fait, les contraintes. L'étude de Sophie Bio, qui était hyper intéressante, on montrait que, par exemple, au galop assis, les cavaliers, les contraintes, les jets générés par le cheval étaient augmentés parfois en remontant vers les cervicales. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'amortir avec le bassin, on rajoutait de la contrainte. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'après, on se retrouve avec des douleurs à la nuque. Je te propose qu'on entre dans une partie peut-être un petit peu plus pratique et de conseils, surtout parce que tu es là pour nous donner des conseils et on a besoin de toi. Si tu devais nous citer 4-5 points essentiels, primordiaux à travailler pour un cavalier sur la prépa physique, ce seraient lesquels? Il y a beaucoup de choses à travailler. Bon, en plus, il y a la prépa mentale, dont moi je ne parle pas parce que ce n'est pas mon champ d'expertise privilégié, mais ça c'est important. Et au niveau prépa physique,
Il y a tout ce qui est équilibre et proprioception. Moi, je fais travailler mes cavaliers parfois sur une jambe, sur des appuis uniquement avant-pied. Comme ça reproduit un peu l'appui qu'on a sur les étriers. Il y a aussi le gainage, bien sûr. Le gainage, hyper important. Mais on pense souvent gainage ventral. Mais en fait, les cavaliers, il faut aussi beaucoup travailler le gainage latéral et dorsal. Souvent, on l'oublie. Il y a aussi mobilité de hanche et de bassin. Ça, c'est la clé de voûte du cavalier. C'est vraiment le plus important. Comme je parlais tout à l'heure, avec une hanche raide, on va complètement dérégler la locomotion du cheval. On ne s'en rend même pas compte. Et puis souvent, ça nous fait mal aussi. Et ensuite, quelque chose qui est beaucoup oublié, mais on va dire que dans la préparation physique, ça vient un tout petit peu après en général, parce que les gens s'y intéressent moins, c'est la respiration et la mobilité thoracique, dont on a vraiment besoin et qui en fait vont gouverner un peu tout le reste, que ce soit le mental ou le physique d'ailleurs. Question, j'ai pas de matériel chez moi, est-ce que je peux quand même travailler? Le gainage, ça se fait sans matériel ou est-ce qu'il faut du matériel? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi je vais pas à la salle, mais moi j'ai pas de matos. Parce qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Fausses excuses. Ouais, Fausses des excuses. excuses. On se trouve toujours des excuses évidemment. Mais non, mais on voit beaucoup aussi sur les réseaux, tu sais, ceux qui font des exos avec les gros ballons, les ballons de yoga et tout. Donc c'est super bien. Ça permet de travailler dans certains aspects. Mais en fait, pas besoin. On peut déjà aller très loin avec des exercices au poids du corps. Il suffit d'être un petit peu créatif. Et ça, c'est mon job. J'ai plein d'idées pour torturer les gens. Et on peut faire du gainage sans aucun matériel. Là, si tu veux, je peux te challenger, te faire quelques petits exos. Est-ce que tu te sens ou pas? Alors oui, mais je veux pas être tout seul. Est-ce que quelqu'un veut le faire aussi dans l'autre Est-ce que vous voulez venir travailler le gainage avec moi? Est-ce Fin que de vous voulez semaine. tester Fin de journée, pardon. Ouais, la fin de journée est longue. Allez, venez. Allez, bah oui, venez. Ah, Attendez. c'est super ça. Bon, je prends le micro. J'enlève la veste alors? Je vais avoir chaud. Ouais, tu peux. Comme ça, je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire en progression. Alors, pour le gainage, on a la base, gainage statique. Donc, ce qui est intéressant en progressivité, c'est de partir du statique et ensuite de monter vers le dynamique. Mais il ne faut pas brûler les étapes aussi. Donc, on commence le gainage statique. En fait, je le ferai bien avec toi, mais je peux pas, je dois parler au micro. Ouais, fausse excuse, pareil. Ouais, je peux pas, c'est pas Tu normal. poses le micro par terre. Regarde, ils vont augmenter le son du micro et t'inquiète pas, tu vas. Non, mais on va pas embêter la régie. Donc, ce qu'on va faire, c'est le gainage planche. Donc, le gainage, on a le gainage planche classique. Donc là, on peut varier les difficultés selon si on est plus ou moins à l'horizontale. Donc, sur les mains, ce sera plus simple. Main, genou, c'est le plus simple. Et donc, on essaie de faire une belle ligne avec le tronc. On baisse les hanches. Et là, c'est pas trop difficile. On est d'accord. Ensuite, on peut monter sur les pieds. Là, c'est un peu plus dur. Et ensuite, on peut descendre sur les coudes. Je peux pas le faire en même temps, c'est pas possible. Descendre sur les coudes, c'est un peu plus dur. Maintenant, si on va dans le dynamique, on peut remonter sur les mains déjà, parce que ça va être plus simple. On va faire du dynamique sur les mains. Ah, sauf si t'es hyper confiant, vas-y, on fait-le sur les coudes. Sur les coudes? Et tu veux faire quoi sur les coudes? Là, on va faire des ronds avec une jambe. On va décoller un pied et faire des ronds. Donc là, on met un peu de dynamique. Et tu vois, il ne faut pas que ton bassin il bouge. Là, ton bassin, il bouge beaucoup. Voilà, hyper statique, petit rond, bassin qui est fixe. Donc là, ça peut reproduire, par exemple, la jambe isolée qu'on va faire à cheval. Ensuite, on peut reposer le pied. Et difficulté supplémentaire, on va aller toucher une épaule et reposer la main. Toucher une épaule et reposer la main. Toucher une épaule et reposer la main. Voilà. Ah oui, c'est dur. C'est plus dur. Voilà. Et bras doucement, tendu, parce qu'il faut vraiment stabiliser. En fait, le but, c'est que le corps ne bouge pas et que juste, ça aille toucher ton épaule. Voilà, ça, c'est parfait. Ça, c'est très bien. Madame? Alors? Sur les coudes, c'est dur. Ensuite, on a d'autres exercices un petit peu plus style emprunté du Pilates. Il y a un truc qui s'appelle la position de l'ours. Donc là, on va se mettre à quatre pattes, mais on va décoller les genoux. Donc vraiment à quatre pattes, les genoux sous les hanches. Le beer walk. Voilà, exactement. Et là, on va décoller. Donc là, déjà, on sent que ça travaille, alors qu'on a l'impression que c'est rien, mais ça travaille bien. Et là-dessus, on peut décoller un pied et une jambe en diagonale. Allez-y doucement. Hein. Voilà, il faut stabiliser à mort. Voilà, il faut pas que le bassin bouge. Et on peut reposer et changer de côté. Et ça, en fait, déjà, c'est des exercices qui sont difficiles, comme vous le voyez. C'est pas facile et ça permet déjà de travailler énormément de stabilité. Et ensuite, on a aussi le gainage de hanche. Parce que là, on parle de gainage abdominal qui est vraiment essentiel. Mais le gainage de hanche, on a un exercice très difficile. Le knees to squat. En gros, on va commencer à genoux dressés, comme ceci. Allez, tu vas y arriver. Et celui-là, il est dur. Et là, avec un grand sourire, on va mettre un pied devant. Ça va.
Et là, le but, ça va être de monter sur le deuxième pied, mais avec le bassin le plus fixe possible. Il faut vraiment se concentrer sur la qualité du mouvement. Ça sert à rien de le faire en vitesse. Donc là, on va monter sur l'autre. Et vous voyez, mon bassin s'est levé. Et ensuite, on va redescendre. 2. Et ensuite, on remonte de l'autre côté. Avec les talons, c'est encore plus dur. Je ne vous conseille pas. Voilà. Et là, on peut voir aussi des défauts de symétrie parce qu'on va tomber plus d'un côté. On a une jambe qui est plus facile que l'autre. Voilà. Et on essaie de le faire doucement en contrôlant. Je suis pas bon. Il va falloir que je prenne des cours avec toi, Laurent. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. C'est super gentil. Vous êtes beaucoup. Et oui, on peut les applaudir. Vous êtes largement meilleur que moi. Ah, une question. J'y vais tout de suite. Moi, je ne peux pas faire de gainage avec mon bras parce que j'ai été opérée, donc je ne peux pas me mettre comme ça. Je ne peux pas faire de gainage avec mon bras, je ne peux pas me mettre sur les bras. D'accord. Je fais comment alors pour faire du gainage? Sur les mains ou alors sur les coudes, ça marche? Ah non, je peux pas m'appuyer sur mon épaule. Pas du tout d'appui sur l'épaule? Non, pas du tout d'appui sur mon bras. Sur aucune des deux épaules? Non, que la droite. Alors on peut imaginer un petit peu avec l'autre bras, mais c'est un peu plus compliqué. Et l'appui sur le coude, ça marche pas non plus. Bah déjà, avant, je faisais comme ça, donc... Ouais. Après, sinon, on peut imaginer, c'est une variante un peu plus facile. Il n'y a pas de gainage debout? Gainage debout, si, on peut le faire, mais sans matériel, c'est un peu plus compliqué. Bah, il y a le cerceau. Vous savez, le cerceau comme ça, c'est hyper difficile. Hein. Ah, ça fait du gainage. Ça travaille le gainage. Ah oui, oui, ça va très très vite brûler. Vous en faites 1 minute là déjà, c'est super. Il faut penser à tourner dans les deux sens. D'accord. Hyper important. Et après, on fait l'inversion de point fixe, donc en fait, on va bouger les jambes. Et là, il y a, par exemple, le Russian Twist, que je fais faire à mes cavaliers, ils le détestent. Mais moi, j'aime bien. Ouais. Générique. En gros, vous pouvez vous mettre comme ceci. Si vous pouvez, vous décoller les talons. Si c'est trop dur, on laisse un talon ou les deux au sol. Et donc là, on va aller de part et d'autre, comme pour toucher le sol. Et donc là, on va travailler le gainage dans d'autres... Alors déjà, le cerceau et ça suffit. Ouais, c'est déjà très très bien si vous faites ça. Là, ça sollicite le tronc et les latéraux et les obliques. Ouais. Et tout. Ouais, Après, il faut faire le dorsal aussi, gainage dorsal. Ça, vous pouvez retrouver sur mes comptes. Pardon? je le fais avec la kiné. Avec la kiné, bah, c'est très bien. Gainage dorsal, rapidement, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer? Gainage dorsal, bah, on reprend la la même planche à logique. l'envers mais ah ouais, La planche à l'envers. sur Ok. là, comme ça, planche. Tu vois. Voilà. Et ça, alors comment ça se passe le Sur les gainage? coudes, c'est plus dur encore. Explique-nous combien de temps il faut qu'on tienne pour travailler le gainage. C'est quoi? C'est 10 secondes, 30 secondes, 1 minute? Après, il y a aussi le parachute, mais je vais pas. Bon, il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez tout retrouver sur mes réseaux sociaux. En ce moment, je poste une vidéo par jour avec un exercice par jour, donc il y a pas mal de choses. Alors oui, le but, c'est sur du gainage, c'est surtout de durer plus longtemps possible, mais il faut surtout s'arrêter quand on commence à avoir mal. Surtout si on a par exemple des lombalgies et que ça commence à tirer dans le dos, ça veut dire que les abdominaux ont lâché et que c'est un peu plus la colonne qui prend. D'accord. Donc dès qu'on a des douleurs, alors des brûlures, c'est normal, ça brûle, ça chauffe, c'est musculaire, c'est d'accord, on veut ça. Mais dès que ça commence à faire mal au dos, par exemple, ou aux épaules, on arrête. Le but, c'est pas de se faire mal. Et ça peut être progressif, c'est-à-dire que je suppose que plus je travaille mon gainage, plus je vais être à l'aise sur des durées plus longues. Comment ça se passe? Est-ce que ça se séquence en termes de durée? Peut-être qu'on peut partir chez, je sais pas, une 30 secondes, admettons, et dans 2 mois, 1 minute. Comment on se structure comme ça? Alors ça dépend des objectifs, mais Ok. par exemple, l'équitation, c'est quand même un sport où on est un peu endurant quand même. On est à peu près sur des séances d'1 heure en général, entre 30 minutes et 1 heure. Donc en fait, je vais favoriser, moi, du gainage un peu plus long sur une modalité plus simple. Donc par exemple, sur les genoux et sur les mains, c'est vraiment simple, donc on peut le faire plus longtemps. Ok. Si jamais on est un peu plus en forme, donc ça dépend en fait de ton niveau sportif de base. Mais tu vois, après on peut faire sur les mains et sur les pieds. Et c'est un peu mieux de faire 1 minute sur les mains, sur les pieds, que 20 secondes sur les coudes. Ouais. Tu vois? Donc ça dépend après des objectifs. Mais pour l'équitation, c'est mieux de faire au moins 1 minute de chaque, quitte à les faire plus facile. Pareil, le gainage latéral, c'est pas forcément évident de faire 1 minute au début, mais on le fait sur les genoux. Voilà. Petite question, est-ce qu'il faut que je m'échauffe? Parce que j'étais en appui sur mes articulations, sur mes poignets, mes coudes. Est-ce qu'il faut que je m'échauffe quand même avant pour faire ces exercices? Bah, ça dépend de ta motivation aussi. Ouais. Parce que s'il faut faire un échauffement de 15 minutes avant de faire juste 5 minutes de Ouais, gainage, bien sûr. ça va être compliqué. Et après, ça dépend aussi de tes propres difficultés, on va dire. Par exemple,
C'est vrai que les appuis à chaque fois sur les poignets, ça peut être douloureux. Donc il y a des chez Decathlon, je pense qu'il y en a des poignets pour garder le poignet dans l'axe, poignet pour poignet. Ça peut être bien. Et sinon, en fait, c'est pas obligatoire de s'échauffer si on va faire une toute petite séance et si on fait des choses lentes et contrôlées. Bien sûr. Si par exemple, on va commencer à faire des squats sautés, donc on est là, on descend, on monte, on saute et on fait de la pliométrie, là on est plus à risque de blessure, donc il va falloir s'échauffer. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ressemble une bonne routine de préparation pour un cavalier? Il faut qu'elle soit régulière. Ok. Voilà, on se fixe des objectifs. Vaut mieux commencer facile. On se dit même 2 fois par mois, ou alors 2 minutes par jour. J'ai un programme justement qui est comme ça, 2 minutes par jour. Donc il faut que ce soit régulier. Et le mieux, c'est de mélanger un peu de mobilité et de souplesse. Donc la mobilité, c'est plus le côté articulaire, la souplesse, c'est musculaire, ce qui permet d'avoir du coup des mouvements amples et avec du liant, pour après bien monter à cheval. Il faut un peu de renforcement musculaire, ciblé de préférence, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis, c'est bien de travailler un peu sur la respiration, la mobilité thoracique, parce que en fait, on respire tous mal en général. En plus, tu as fait une conférence tout à l'heure avec Arnaud Boiteau et il l'a dit aussi. Et je me suis dit, ouais, super, c'était super bien. Et oui, on respire tous très mal, mais on s'en rend pas compte. Et souvent, on fait des apnées un peu de tâches. Quand on est concentré dans une tâche, on arrête de respirer, on s'en rend pas compte. Et en fait, ça va dégrader tout ce que vous faites après. Et n'hésitez pas à embarquer les copains, la famille, parce que évidemment, à plusieurs, c'est aussi plus sympa. Et puis on se motive, tout simplement. Et peut-être qu'on arrive à se tenir à une routine en ayant un côté un peu plus fun, en le partageant. Ouais, et puis en plus, on peut s'engager auprès de nos amis aussi. Ouais. Allez, on le fait ensemble, Des tous les challenges. mercredis, on n'a pas le choix, c'est super bien. Sur une scène, en plein milieu du salon du cheval, voilà. Ouais, bah là, du coup, t'es obligé de le faire. T'as pas le choix. T'es obligé de le faire. Tu parlais de Lorraine Equestrian tout à l'heure, puisque tu accompagnes, on le disait, les cavaliers. Concrètement, les cavaliers qui aimeraient être accompagnés dans cette démarche, comment tu les accompagnes toi? Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment ils peuvent te contacter? Explique-nous tout. Pour l'instant, je fais que de l'accompagnement en ligne et pas personnalisé, parce qu'en fait, mon objectif, c'est de rendre la préparation physique du cavalier déjà connue et que tout le monde se rende compte que c'est important. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, accessible à tous. Parce qu'en fait, on a comme idée que c'est réservé à une élite, donc aux cavaliers professionnels ou vraiment au top niveau, donc, alors que pas du tout. Au contraire, dans notre sport, vu qu'on est sur un cheval qui génère des forces, comme on l'a dit, c'est encore plus important de le faire, peu importe notre niveau, même juste pour un point de vue confort ou santé. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, je veux que ce soit accessible à tous. Parce que malheureusement, dès qu'on se rend compte que c'est intéressant, on va vouloir aller chercher du coach personnel, du coaching perso. Ça coûte très cher. Et en fait, dans mes valeurs, je préfère que ce soit accessible à tous. Donc du coup, c'est pour l'instant du programme vidéo sur mon site web. Il y a plusieurs formats. Il y a le PPC1 de son petit nom, qui s'appelle Performance et Prévention Cavalier 1, parce qu'il aura un petit frère courant d'année. Donc lui, c'est le programme généraliste pour l'équitation, voilà, pour tout le monde, pour toutes les disciplines, etc. C'est la base, vraiment la structure de base. C'est des séances de 20 minutes 2 fois par semaine. Il y en a certains qui le font 1 fois par semaine, mais c'est déjà très très bien finalement. Donc ça, c'est un gros programme vidéo où je prends le temps d'expliquer chaque exercice et tout. Apparemment, c'est sympa. Apparemment, c'est sympa à faire, d'après ce que me disent les gens. Voilà. Et ensuite, il y a le Sport Express. Celui-là, il s'adresse plus aux personnes qui manquent de motivation, qui ont du mal à s'y mettre et qui ont besoin d'être plus accompagnées, mais que je ne peux pas non plus faire en individuel. Et donc celui-là, c'est juste 2 minutes par jour, parce qu'on a tous 2 minutes par jour. Donc là, il n'y a plus d'excuses. On lève des leviers et on a une conversation de groupe où tous les jours, on parle et on se dit, c'est bon, j'ai fait ma séance du jour et tout. Bien. Ouais, c'est super bien. Et on se motive. Et, donc l'idée, c'est aussi d'engager une communauté derrière. Oui, bah, c'est ça, c'est le côté communautaire, c'est super bien. Déjà, on se rend compte qu'on est un peu de partout. Il y en a qui sont au Québec, en Belgique, en France, en Suisse. Et puis, parfois, ils se liguent contre moi en me disant « Non, mais le Russian Suisse-Lorraine, tu vas le retirer. » C'est vraiment bien. Et puis, prochainement, il y aura un programme de pilates, parce que je me forme en pilates. Et plus tard, il y aura du coaching perso. Je voulais demander si on a des problèmes de hanches. Est-ce que vous avez des exercices particuliers à faire? Ah oui, vraiment. La hanche et le bassin, c'est vraiment la clé de voûte. Donc, c'est le plus important. Et je reçois beaucoup de messages, justement, sur les hanches. Ou alors des personnes qui ont des dysplasies ou plein de pathologies différentes, ou d'accidents, aussi des fractures et ça. Et c'est effectivement le plus important à travailler, parce que c'est ce qui va en fait après déclencher toutes les problématiques, parce que ça peut remonter en haut et ça peut même en fait aller jusqu'à crisper au niveau des épaules, donc dégrader ton contact avec la bouche, et ça peut aussi compenser en bas et générer des douleurs. Donc oui, c'est hyper important de le faire. Moi, ce que je recommande quand il y a vraiment
une pathologie derrière ou une accidentologie derrière, je ne peux pas faire des consultations médicales en ligne, je ne le fais pas, c'est pas... Voilà. Donc il faut toujours une validation de ton équipe médicale, donc ton médecin, ton kiné, médecin du sport, chirurgien, peu importe, l'équipe qui te suit et qui te connaît vraiment, parce qu'en fait chaque personne est différente. Et ensuite, elles vont te valider si tu peux faire les exos ou pas, ou s'il faut adapter certains. Et après, moi, je suis disponible de toute façon par message pour adapter s'il faut. Justement, pour te contacter, déjà, on va s'abonner au compte Lorraine Equestrian sur 06, Instagram, non, sur Instagram, TikTok. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Allez, on va Snapchat. s'abonner. Un peu partout. J'ai Lorraine Equestrian pour le côté strictement kiné et Lorraine Evlan pour le côté plutôt création de contenu et tous les jours partage du quotidien. Eh ben super, merci beaucoup Lorraine, c'était Merci hyper à toi. intéressant. Ouais, c'était On cool. te laisse profiter de la suite du Salon du Cheval, puisque la soirée va continuer avec cette nuit du cheval ce soir. Merci en tout cas de nous avoir conseillé, On de a nous avoir encore fait une un peu de question. sport aujourd'hui, c'était important. Ah, une autre question. Sur tous les réseaux sociaux. Pardon Il y a la même chose sur tous les réseaux sociaux. Quasiment, mais je vais rester après pour discuter si vous voulez. Parce Mais que moi, Instagram et TikTok et ça, je vais pas. sur Facebook, il y a déjà pas mal de choses. Facebook Ouais. et YouTube. Et sur YouTube aussi, ouais. Bon. Bon bah parfait. Merci beaucoup Lorraine, excellente soirée à toi et puis Merci à on va toi. te suivre sur les réseaux Merci évidemment. beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette première journée de l'édition 2025 du Salon du Cheval. Rendez-vous demain évidemment, excellente soirée et à demain.